Je m'appelle André David et j'ai 78 ans. J'ai toujours pensé qu'à mon âge, je serais entouré d'amour et de respect, surtout de la part de ma propre famille. Je n'aurais jamais imaginé que mon fils unique, Philippe, celui que j'ai élevé avec tant d'amour et de sacrifice, me traiterait un jour avec une telle cruauté. Ma vie n'a jamais été facile. Après le décès de ma femme Marguerite il y a 12 ans, j'ai vécu seul dans notre appartement à Lyon, celui que nous avions acheté ensemble après tant d'années d'économie. Mes articulations me font souffrir depuis quelques années et il y a 6 mois, mon médecin a diagnostiqué une arthrite sévère qui limite considérablement ma mobilité. Les escaliers sont devenus mon ennemi quotidien et les courses, un véritable parcours du combattant. Lorsque Philippe m'a proposé de venir habiter chez lui, dans sa grande maison en banlieue, j'ai d'abord résisté. J'aimais mon indépendance, mes habitudes, mes petits cafés matinaux sur la place du quartier où je retrouvais d'autres retraités comme moi. Mais la douleur est devenue trop intense, et la solitude aussi parfois. Mon fils a insisté, me répétant que sa maison était assez grande, que ses enfants, mes petits-enfants Lucas et Emma, seraient ravis de me voir tous les jours. « Tu as pris soin de moi toute ma vie, papa. C'est à mon tour maintenant », m'avait-il dit avec ce qui semblait être de la sincérité. J'ai fini par accepter, non sans émotion. J'ai vendu l'appartement, gardé quelques meubles auxquels je tenais particulièrement, le buffet que Marguerite aimait tant, le fauteuil où je lisais chaque soir, et j'ai emménagé chez eux il y a 4 mois. Philippe a aménagé une chambre pour moi au rez-de-chaussée, ce qui était une attention que j'ai appréciée, considérant mes difficultés à monter les escaliers. Les premiers jours ont été agréables. Marielle, sa femme, préparait de bons petits plats et semblait heureuse de ma présence. Lucas, 14 ans, me montrait ses jeux vidéo et Emma, 11 ans, me racontait ses journées d'école. Je me sentais utile en aidant Emma avec ses devoirs de français ou en partageant avec Lucas des histoires de mon enfance qui semblèrent le fasciner. Mais progressivement, l'atmosphère a changé. Les sourires se sont faits plus rares, les conversations plus courtes. Je sentais bien que ma présence dérangeait. Philippe rentrait tard du travail et quand il était là, il restait enfermé dans son bureau. Marielle me parlait de moins en moins, se contentant de déposer mon assiette devant moi avant de disparaître dans une autre pièce. Les enfants, suivant l'exemple de leurs parents, ont commencé à m'éviter. Un soir, j'ai surpris une conversation entre Philippe et Marielle dans la cuisine. Ils chuchotaient, mais leurs mots m'ont atteint comme des coups de poignard. « Je ne pensais pas que ce serait aussi difficile de l'avoir à la maison », disait Marielle. « Il est partout, il laisse traîner ses affaires, et puis cette odeur de médicaments. »« Je sais, » répondait Philippe, « mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est mon père. Et puis, n'oublie pas qu'on a vendu son appartement. L'argent nous a bien arrangé pour rembourser une partie des dettes. » J'étais figé dans le couloir, incapable de bouger, sentant mon cœur se serrer dans ma poitrine. Alors c'était donc ça? Mon fils ne m'avait pas fait venir par amour ou par devoir filial, mais pour mettre la main sur l'argent de la vente de mon appartement? Cet appartement que j'avais mis toute une vie à payer, où chaque coin regorgeait de souvenirs avec Marguerite. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je repensais à toutes les fois où j'avais sacrifié mes propres désirs pour offrir à Philippe ce dont il avait besoin. Les heures supplémentaires à l'usine pour payer ses études, les vacances annulées pour lui offrir ce vélo dont il rêvait, les nuits à veiller sur lui quand il était malade. Comment en étions-nous arrivés là? Les jours suivants, j'ai observé un changement dans leur comportement. On me parlait encore moins, et quand on me parlait, c'était avec une politesse froide, distante. La chambre qui m'avait été attribuée me paraissait soudain plus petite, plus étouffante. J'y passais de plus en plus de temps, pour ne pas déranger, pour ne pas être ce vieillard encombrant dont il chuchotait lorsqu'il pensait que je ne les entendais pas. Et puis, il y a 3 jours, l'incident qui a tout changé s'est produit. C'était un dimanche. Marielle et les enfants étaient partis passer la journée chez sa mère. Philippe était resté à la maison, plongé dans ses papiers de travail. Je n'avais presque rien mangé de la journée, juste un morceau de pain au petit déjeuner. Philippe n'avait pas proposé de déjeuner, et je n'avais pas osé demander, ne voulant pas déranger. Vers 18 heures, la faim est devenue trop forte. Mes médicaments pour l'arthrite doivent être pris après un repas, et je commençais à ressentir des douleurs intenses dans les articulations. Je me suis dirigé lentement vers la cuisine, où Philippe donnait à manger à Balou, leur berger allemand. « Philippe, » ai-je dit doucement, « je n'ai rien mangé depuis ce matin. Y aurait-il quelque chose que je pourrais prendre? J'ai besoin de prendre mes médicaments. » Il n'a même pas levé les yeux du chien qui dévorait goulûment sa pâtée. « Il n'y a rien de prêt, papa. »
Marielle n'est pas là. Je pourrais peut-être me faire un sandwich, ai-je suggéré, la voix tremblante. C'est à ce moment qu'il s'est retourné brusquement, le visage déformé par une colère que je ne lui connaissais pas. « Tu ne peux pas attendre 5 minutes ?» a-t-il crié. « Tu vois bien que je m'occupe de Balou. Le chien mange en premier dans cette maison. » Ces paroles m'ont frappé comme une gifle en plein visage. Le chien mange en premier? Moi, son père, je valais moins qu'un animal domestique à ses yeux? J'ai senti mes jambes se dérober sous moi et je me suis agrippé au comptoir de la cuisine pour ne pas tomber. La pièce tournait autour de moi et ce n'était pas seulement dû à la faim. C'était la douleur. Une douleur qui n'avait rien à voir avec mon arthrite. Une douleur qui venait du plus profond de mon être. Je suis désolé de t'avoir dérangé, ai-je murmuré, avant de me traîner jusqu'à ma chambre, oubliant même la faim qui me tenaillait. Allongé sur mon lit, j'ai pleuré silencieusement, comme je ne l'avais pas fait depuis la mort de Marguerite. Je pleurais sur ma vie, sur mes choix, sur ce fils que je ne reconnaissais plus. Comment en étions-nous arrivés là? Qu'avais-je fait pour mériter un tel mépris? Ou était-ce simplement la vieillesse qui me rendait insupportable à leurs yeux? Dans ma détresse, j'ai pensé à appeler ma sœur Lucie, qui vit à Marseille. Mais à 82 ans, elle a ses propres problèmes de santé et je ne voulais pas l'inquiéter. Et puis, que lui dirais-je? Que mon propre fils me considérait comme moins important que son chien. La honte me submergeait. Plus tard dans la soirée, alors que la maison était silencieuse, j'ai entendu des pas dans le couloir, puis la porte de ma chambre s'est entr'ouverte. C'était Emma, ma petite fille, qui tenait une assiette recouverte d'une serviette. « Papy » a-t-elle chuchoté, « je t'ai apporté un sandwich. Maman ne sait pas que je suis là, elle dort déjà. » Ses yeux étaient remplis d'une compassion qui m'a brisé le cœur. Cet enfant de 11 ans avait plus d'humanité que ses parents. « Merci, ma chérie », ai-je répondu en prenant l'assiette, tentant de dissimuler mes larmes. « Tu es une petite fille merveilleuse. » Elle a souri timidement avant de refermer la porte doucement. Ce petit geste de bonté m'a réchauffé le cœur, mais n'a pas effacé les paroles cruelles de Philippe. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas rester dans cette maison où j'étais considéré comme un fardeau, où j'étais moins important qu'un chien. Mais où aller? Mon appartement était vendu, et avec l'argent dans les poches de Philippe, je n'avais pas les moyens de louer ailleurs. Ma petite retraite d'ancien ouvrier ne me permettait pas de vivre décemment, surtout avec mes frais médicaux. Je me suis souvenu alors de mon vieil ami Robert, avec qui j'avais travaillé à l'usine pendant 30 ans. Il vit seul dans un petit village près de Lyon. Nous avions gardé contact, nous appelant régulièrement, bien que je ne l'ai pas vu depuis mon déménagement chez Philippe. Robert m'avait souvent dit que sa porte m'était toujours ouverte. Le lendemain matin, profitant de l'absence de la famille, Philippe au travail, Marielle faisant des courses et les enfants à l'école, j'ai rassemblé mes maigres affaires dans ma vieille valise. J'ai laissé les meubles, ces témoins de ma vie avec Marguerite, que je ne reverrai probablement jamais. J'ai écrit une courte lettre que j'ai laissée sur mon lit. « Philippe, je pars. Tu as raison, je suis un fardeau pour ta famille. Je ne veux pas être là où je suis moins important qu'un chien. Ne t'inquiète pas pour moi, je vais chez un ami. Garde l'argent de la vente de l'appartement, tu en as manifestement plus besoin que moi. Je ne te demande qu'une chose, réfléchis à la façon dont tu traites les autres, surtout ceux qui t'ont aimé sans condition toute leur vie. Papa. » Appeler un taxi a été difficile avec mes mains tremblantes, mais j'ai réussi. J'ai jeté un dernier regard à cette maison qui n'avait jamais été la mienne, et j'ai attendu sur le trottoir, ma valise à mes pieds, mon cœur lourd comme une pierre. Le trajet jusqu'à chez Robert a été long et silencieux. Le chauffeur a tenté de faire la conversation, mais je n'avais pas le cœur à parler. Mon esprit était envahi par des souvenirs de Philippe enfant, son sourire lorsque je lui avais offert son premier vélo, sa fierté lorsqu'il avait obtenu son diplôme, sa main serrant la mienne lors du décès de sa mère. Où était passé ce garçon aimant? Robert a été surpris de me voir arriver ainsi, sans prévenir, mais il m'a accueilli à bras ouverts. Son petit appartement était modeste mais chaleureux, bien différent de la grande maison froide de Philippe. « André, qu'est-ce qui t'amène » a-t-il demandé, inquiet en voyant mon visage défait. J'ai tout raconté à Robert, les paroles cruelles de Philippe, l'argent de l'appartement, la solitude et l'humiliation. En parlant, je réalisais à quel point j'avais été naïf de croire que mon fils m'accueillait par amour. « Tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux, mon ami » m'a assuré Robert, posant une main réconfortante sur mon épaule. « Ma maison est petite, mais il y a toujours de la place pour toi. » Cette nuit-là, allongé sur le canapé-lit de Robert, j'ai dormi d'un sommeil profond, libéré d'un poids immense. Le lendemain, c'est-à-dire hier, j'ai commencé à réfléchir à mon avenir.
Robert m'a suggéré de consulter un avocat pour récupérer une partie de l'argent de la vente de mon appartement. Philippe n'avait pas le droit de prendre tout cet argent, m'a-t-il dit. C'était ton bien, pas le sien. J'étais réticent à l'idée d'entamer des procédures contre mon propre fils, mais Robert avait raison. Cet argent représentait le travail de toute ma vie et il était destiné à assurer mes vieux jours, pas à rembourser les dettes de Philippe. Avec l'aide de Robert, j'ai pris rendez-vous avec un avocat pour la semaine prochaine. Aujourd'hui, alors que je commençais à peine à retrouver un semblant de paix intérieure, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Nous étions en train de déjeuner, Robert et moi, lorsque la sonnette de la porte a retenti. Robert est allé ouvrir et j'ai entendu des voix graves dans l'entrée. Quelques instants plus tard, 2 policiers en uniforme se tenaient dans le salon, me regardant avec un mélange de soulagement et de curiosité. « Monsieur André David ?» a demandé l'un d'eux. « Oui, c'est moi », ai-je répondu, confus. « Nous sommes soulagés de vous trouver. Votre fils Philippe David a signalé votre disparition il y a 2 jours. » J'étais abasourdi. Philippe avait signalé ma disparition. Lui qui m'avait traité avec tant de mépris s'inquiétait maintenant de mon sort. « Je n'ai pas disparu », ai-je expliqué. « J'ai quitté volontairement le domicile de mon fils, j'ai même laissé une lettre. » Les 2 policiers ont échangé un regard, et celui qui semblait être le plus âgé a pris la parole. « Monsieur David, votre fils ne nous a pas mentionné de lettre. Il a affirmé être rentré du travail et vous avoir trouvé parti, sans explication. Il était très inquiet, surtout considérant votre âge avancé et vos problèmes de santé. J'ai senti une colère froide monter en moi. Philippe mentait même à la police. Il n'avait probablement jamais lu ma lettre, ou pire, l'avait délibérément cachée pour se présenter comme un fils inquiet. « Je vois », ai-je dit calmement. « Eh bien, comme vous pouvez le constater, je vais très bien. Je suis chez un ami de mon plein gré. » Le policier a hoché la tête, visiblement mal à l'aise. « Nous devons néanmoins informer votre fils que nous vous avons retrouvé, monsieur David. C'est la procédure. »« Bien sûr, » ai-je répondu. « Mais je vous serais reconnaissant de lui dire également que je n'ai pas l'intention de retourner chez lui. » Après avoir pris quelques notes et m'avoir demandé si j'étais sûr de ne pas vouloir d'aide supplémentaire, les policiers sont partis, non sans avoir jeté des regards curieux autour d'eux, comme s'ils cherchèrent des signes indiquant que je n'étais pas là de mon plein gré. Une fois seuls, Robert et moi sommes restés silencieux un moment, digérant ce qui venait de se passer. « Pourquoi a-t-il fait ça ?» ai-je finalement demandé à haute voix, plus à moi-même qu'à Robert. « Pourquoi prétendre s'inquiéter pour moi alors qu'il m'a clairement fait comprendre que j'étais un fardeau ?» Robert a soupiré, secouant la tête. « Peut-être qu'il a peur que tu parles de l'argent, André, ou peut-être qu'il essaie de sauver les apparences. Tu sais, être le fils qui abandonne son père âgé, ce n'est pas bien vu dans notre société. » Ces paroles ont résonné en moi avec une terrible vérité. Philippe craignait-il pour sa réputation, ou y avait-il autre chose, quelque chose que je ne voyais pas encore clairement? Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve maintenant. Je suis un vieil homme avec peu de ressources et une santé fragile. Mais une chose est certaine, je ne retournerai pas dans cette maison où un chien est plus important que moi. Il y a 1 heure, mon téléphone a sonné. C'était Philippe. Sa voix était étrange, mêlant colère et ce qui semblait être de l'inquiétude. « Papa, les policiers viennent de m'appeler. Pourquoi es-tu parti comme ça? Tu nous as fait tellement peur. » J'ai failli rire d'incrédulité. Lui, avoir peur pour moi. « Philippe, tu sais très bien pourquoi je suis parti, je t'ai laissé une lettre. » Un silence. Puis, quelle lettre? Je n'ai trouvé aucune lettre. Mentait-il encore? Ou quelqu'un d'autre avait-il trouvé ma lettre? Emma, peut-être, qui l'aurait cachée pour protéger son père? Peu importe, ai-je dit, soudain fatigué. Je ne reviendrai pas, Philippe. Tu as été très clair sur la place que j'occupe dans ta maison, moins importante que celle du chien. Papa, tu exagères. C'était juste un moment de colère, je ne pensais pas ce que je disais. Sa voix sonnait faux, comme s'il récitait un texte appris par cœur. « Je suis désolé que tu le vois ainsi », ai-je répondu, me sentant étrangement calme. « Mais ma décision est prise. Je vais rester chez Robert pour le moment, puis nous verrons. »« Et pour l'argent ?» a-t-il demandé, laissant enfin transparaître sa vraie préoccupation. « L'argent de l'appartement, il est tout. Voilà donc sa véritable inquiétude. Pas ma santé, pas mon bien-être, mais l'argent. Cet argent était le mien, Philippe, et tu l'as pris sans mon consentement explicite. Mon avocat te contactera à ce sujet la semaine prochaine. » J'ai raccroché avant qu'il puisse répondre, sentant mon cœur battre à tout rompre dans ma poitrine. Robert, qui avait écouté ma conversation, a posé une main apaisante sur mon épaule. « Tu as fait ce qu'il fallait, André.
Ton fils doit comprendre qu'il ne peut pas te traiter ainsi sans conséquence. » Ce soir, assis dans le petit salon de Robert, je repense à tout ce qui s'est passé. À Philippe qui a appelé la police pour me retrouver, non par inquiétude mais par peur de perdre l'argent. À ces mots cruels qui résonnent encore dans ma tête, « Le chien mange en premier dans cette maison. Demain, la police viendra peut-être encore. » Philippe pourrait inventer toutes sortes d'histoires pour me faire revenir, mais je suis déterminé à rester fort, à défendre ma dignité. J'ai 78 ans, mais je ne suis pas encore prêt à être traité comme un moins que rien, surtout pas par mon propre fils. Cette histoire est loin d'être terminée, et j'ai le sentiment que les prochains jours pourraient réserver encore bien des surprises, pour Philippe comme pour moi. Cher lecteur, je suis bouleversé de partager cette histoire avec vous aujourd'hui. Raconter cette humiliation n'est pas facile, mais j'ai besoin de faire entendre ma voix. Si vous avez déjà été témoin d'une situation similaire, ou si vous avez des conseils à me donner, je vous en prie, laissez un commentaire ci-dessous. D'où regardez-vous cette vidéo? Y a-t-il d'autres personnes âgées qui vivent ce genre de situation près de chez vous? Votre soutien signifie énormément pour moi en ces temps difficiles. Je lirai tous vos commentaires et y répondrai personnellement. Cela fait maintenant 1 semaine que je vis chez Robert. 1 semaine que j'ai quitté la maison de mon fils. 1 semaine que j'ai retrouvé un semblant de dignité. Mon vieil ami m'a accueilli sans poser de questions, m'offrant non seulement un toit, mais aussi ce dont j'avais le plus besoin, du respect et de la considération. Ce matin, en me réveillant sur le canapé-lit du salon, j'ai contemplé la petite horloge posée sur la commode. 7 heures. Chez Philippe, je me levais toujours à l'aube, craignant d'être pris pour un paresseux si je restais au lit trop longtemps. Ici, Robert m'a répété plusieurs fois que je pouvais dormir autant que je le souhaitais. « À notre âge, André, on a bien mérité quelques grasses matinées », m'a-t-il dit en riant. Je me suis levé doucement, mes articulations me rappelant cruellement que l'arthrite ne prend pas de vacances. Mes médicaments étaient posés sur la table basse, accompagnés d'un verre d'eau que Robert avait préparé la veille. Ce petit geste d'attention m'a serré la gorge. Comment un ami pouvait-il montrer plus de sollicitude que mon propre fils? Dans la cuisine, j'ai trouvé un mot de Robert. Parti acheter du pain frais et des croissants. Café dans la cafetière. À tout de suite. J'ai souri. Robert savait que j'aimais commencer ma journée avec un café noir et un morceau de pain frais, comme je l'avais fait toute ma vie. En attendant son retour, je me suis installé dans le fauteuil près de la fenêtre, observant la rue qui s'éveillait progressivement. Le boulanger ouvrait sa boutique, une jeune mère passait en tenant son enfant par la main, un livreur déchargeait des caisses devant l'épicerie du coin. La vie suivait son cours, indifférente à mes tourments personnels. Mon téléphone a vibré dans la poche de ma robe de chambre. Philippe. Encore. Depuis ma fuite, il m'appelait presque quotidiennement, parfois pour me supplier de revenir, d'autres fois pour me reprocher d'avoir abandonné sa famille, mais le plus souvent pour parler de l'argent. L'argent de la vente de mon appartement, qu'il avait utilisé sans mon consentement explicite pour rembourser ses dettes. Cette fois, je n'ai pas décroché. Je n'avais plus rien à lui dire jusqu'à ce que mon avocat, Maître Bertrand, que j'avais rencontré 2 jours plus tôt, ne prenne les choses en main. Un homme à peine plus jeune que moi, aux cheveux blancs soigneusement coiffés et au regard perçant, qui n'avait pas caché son indignation en entendant mon récit. « Ce que votre fils a fait constitue un abus de confiance, monsieur David », avait-il déclaré, tapotant nerveusement son stylo sur son bureau. « Vous n'avez jamais signé de document lui cédant la propriété de cet argent, n'est-ce pas ?»« Non, jamais, » avais-je répondu. « Il m'a juste dit qu'il gérerait l'argent pour moi, pour mes vieux jours. Et avez-vous vu cet argent? Avez-vous un compte où il aurait été déposé? » Non. Philippe disait qu'il l'avait placé de manière sécurisée. Le regard que m'avait lancé Maître Bertrand en disait long. J'étais un vieil homme naïf qui avait fait confiance à son fils. Peut-être trop confiance. « Nous allons récupérer votre argent, monsieur David, » avait-il promis avant que je ne quitte son bureau. « Votre fils ne s'en tirera pas aussi facilement. » Le retour de Robert m'a tiré de mes pensées. Il est entré dans l'appartement, les bras chargés de sacs, le visage rougi par le froid matinal. « Ah, tu es réveillé? J'ai croisé Madame Leroy à la boulangerie, tu sais, celle qui habite au 3e. Elle m'a dit qu'elle avait vu un homme qui ressemblait beaucoup à ton fils rôder dans l'immeuble hier après-midi. Mon cœur s'est serré. Philippe cherchait-il à me confronter directement? Tu es sûr que c'était lui? Ai-je demandé, une pointe d'inquiétude dans la voix. Je n'en sais rien, je ne l'ai jamais rencontré, mais elle a dit qu'il demandait à tout le monde s'il connaissait un certain André David. J'ai senti une vague de colère monter en moi. Après m'avoir traité comme un moins que rien,
Voilà que Philippe me traquait comme si j'étais un fugitif. Et pourquoi? Pour l'argent, bien sûr. Toujours l'argent. Robert, ai-je dit en me levant péniblement, je crois qu'il est temps que je prenne certaines mesures. Quelles mesures? Philippe ne va pas abandonner, il va continuer à me harceler, à me traquer. Je ne peux pas rester chez toi indéfiniment, ce ne serait pas juste pour toi. Et puis avec mon arthrite, je suis un fardeau. Robert a posé les sacs sur la table et s'est approché de moi, posant ses mains sur mes épaules. André, écoute-moi bien. Tu n'es pas un fardeau. Tu es mon ami depuis plus de 50 ans. Nous avons traversé bien des épreuves ensemble, et ce n'est pas maintenant que je vais t'abandonner. Quant à ton fils, s'il ose se pointer ici, je lui dirai ma façon de penser. Ces paroles m'ont réchauffé le cœur, mais n'ont pas apaisé mon inquiétude. Je vais appeler Maître Bertrand, ai-je décidé. Il m'avait parlé d'une possibilité de demander une ordonnance restrictive contre Philippe pour l'empêcher de m'approcher. Fais donc ça, et pendant ce temps, je vais nous préparer un petit déjeuner royal. Rien de tel qu'un bon repas pour affronter les problèmes. Robert a toujours eu cette capacité à rendre les situations les plus difficiles un peu plus légères. C'est ce qui a fait de lui un ami si précieux toutes ces années. Après un copieux petit déjeuner, j'ai appelé mon avocat, lui relatant les informations de Madame Leroy. Maître Bertrand a écouté attentivement, prenant des notes, avant de m'annoncer une nouvelle qui m'a laissé sans voix. Monsieur David, j'ai fait quelques recherches concernant vos finances. Il semblerait que votre fils ait fait plus que simplement utiliser l'argent de votre appartement. Que voulez-vous dire? Il a ouvert un compte à son nom avec cet argent, puis a contracté un prêt important en utilisant ces fonds comme garantie. Le problème, c'est que ce prêt a été utilisé pour investir dans un projet immobilier qui s'est avéré être une arnaque. L'argent a disparu, monsieur David. Votre fils est au bord de la faillite. J'ai dû m'asseoir, les jambes tremblantes. Mon argent, tout l'argent que Marguerite et moi avions économisé pendant notre vie, disparu dans une arnaque? Il y a plus, a continué Maître Bertrand, sa voix devenant encore plus grave. Il semblerait que votre fils ait également contracté des dettes de jeu importantes. C'est probablement la véritable raison pour laquelle il cherche désespérément à vous retrouver. Il a besoin d'un moyen de justifier la disparition de cet argent auprès de sa femme et peut-être même auprès des autorités. Cette révélation a été comme un coup de poignard. Philippe, mon fils, celui que j'avais élevé en lui inculquant des valeurs de travail et d'honnêteté, était devenu un joueur endetté, capable d'utiliser son propre père pour couvrir ses méfaits. Que dois-je faire, maître? Pour commencer, nous allons déposer une plainte formelle pour abus de confiance et détournement de fonds. Ensuite, comme vous le suggériez, nous demanderons une ordonnance restrictive. Mais je dois vous avertir, monsieur David, récupérer votre argent sera difficile, voire impossible si les fonds ont vraiment disparu dans cette arnaque. Après avoir raccroché, je suis resté immobile, le regard perdu dans le vide. Robert, qui avait entendu la conversation, s'est assis face à moi, son visage reflétant ma propre consternation. « André, je suis tellement désolé. Toute ma vie, ai-je murmuré, les larmes aux yeux. Toute ma vie, j'ai travaillé dur, j'ai économisé. Pourquoi? Pour que mon fils dilapide tout dans des jeux de hasard? Pour qu'il me traite comme un fardeau, alors que c'est lui qui m'a volé? » Robert a secoué la tête, incapable de trouver les mots pour me consoler face à une telle trahison. « Tu sais ce qui me fait le plus mal, Robert? Ce n'est pas l'argent. C'est de réaliser que mon fils, celui que j'ai aimé plus que tout, celui pour qui j'aurais donné ma vie, n'a aucun respect pour moi. Il me considère comme un objet dont il peut tirer profit, pas comme un être humain, encore moins comme son père. » La sonnette de la porte a retenti, nous faisant sursauter tous les deux. Robert s'est levé pour aller ouvrir, me faisant signe de rester où j'étais. À travers la porte entr'ouverte du salon, j'ai entendu une voix féminine que j'ai immédiatement reconnue. Marielle, la femme de Philippe. « Monsieur Dubois, je suis Marielle David, la belle-fille d'André. Je sais qu'il est ici, s'il vous plaît. J'ai besoin de lui parler. » Robert a hésité, se tournant vers moi pour chercher mon approbation. J'ai hoché la tête. Contrairement à Philippe, Marielle n'avait jamais été ouvertement cruelle envers moi. Distante, oui, mais pas méchante. Lorsqu'elle est entrée dans le salon, j'ai été frappé par son apparence. Ses yeux étaient rouges et gonflés, comme si elle avait pleuré pendant des heures. Ses cheveux, habituellement si soigneusement coiffés, étaient en désordre, et elle portait les mêmes vêtements que la dernière fois que je l'avais vue, il y a une semaine. « André », a-t-elle dit, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je vous en prie, il faut que vous reveniez. Philippe va mal, très mal. »« Marielle », ai-je répondu, essayant de garder mon calme, « je sais pour l'argent.
Je sais que Philippe l'a perdu dans une arnaque et dans des jeux. Je ne reviendrai pas. Son visage s'est décomposé, la surprise se mêlant à la honte. Vous savez, mon avocat a découvert toute l'histoire. Philippe ne m'a pas seulement insulté, il m'a volé, Marielle. Comment pourriez-vous penser que je reviendrais après ça? Elle s'est effondrée sur le canapé, les mains tremblantes. André, je vous jure que je ne savais rien pour le jeu. Rien du tout. Philippe me disait que l'argent de votre appartement était placé sur un compte à votre nom, pour vos vieux jours. Ce n'est qu'hier que j'ai découvert la vérité, quand 2 hommes sont venus à la maison. Quels hommes? A demandé Robert, qui s'était appuyé contre le mur, observant la scène avec méfiance. Des hommes pas très recommandables. Ils ont dit que Philippe leur devait beaucoup d'argent et qu'il voulait être payé. Ils ont menacé de s'en prendre à nous, aux enfants. Une vague de peur m'a submergé. Emma et Lucas, mes petits-enfants, menacés par des usuriers? Où est Philippe maintenant? Ai-je demandé soudain inquiet malgré moi. Je ne sais pas, a-t-elle sangloté. Il est parti hier soir après la visite de ces hommes, disant qu'il allait arranger les choses. Il n'est pas rentré de la nuit. J'ai appelé la police, mais ils ont dit qu'il était trop tôt pour signaler sa disparition. J'ai pensé qu'il était peut-être venu vous voir. Je me suis rappelé les paroles de Madame Leroy. Était-ce vraiment Philippe qui rôdait dans l'immeuble hier? Cherchait-il de l'aide ou voulait-il me faire porter le chapeau pour ses dettes? Marielle, ai-je dit en me penchant vers elle, où sont les enfants en ce moment? Chez ma mère. Je les ai emmenés là-bas dès que ces hommes sont partis. J'avais peur qu'ils reviennent. Vous avez bien fait. Écoutez-moi, je ne peux pas revenir chez vous, pas après tout ce qui s'est passé, mais je vais vous aider. Ces hommes, à quoi ressemblaient-ils? Ont-ils dit pour qui ils travaillaient? Marielle a essuyé ses larmes, essayant de se concentrer. L'un d'eux était grand, avec une cicatrice sur la joue. L'autre était plus petit, trapu. Ils ont dit qu'il travaillait pour quelqu'un nommé Bertelli ou Bartelli, je ne suis pas sûr. Ce nom ne me disait rien, mais Robert a eu un mouvement de recul. Bartelli, a-t-il répété. Marielle, vous êtes certaine? Elle a acquiescé, l'air confus. Oui, je crois, pourquoi? Robert m'a lancé un regard grave. Vittorio Bartelli est connu dans le milieu des jeux clandestins à Lyon. C'est un usurier notoire, et il a la réputation d'être impitoyable avec ceux qui ne le remboursent pas. Mon sang s'est glacé. Dans quel pétrin Philippe s'était-il fourré? Marielle, ai-je dit en prenant ses mains dans les miennes, rentrez chez vous et appelez immédiatement la police. Dites-leur pour la visite de ces hommes, pour les menaces. Mentionnez le nom de Bartelli. Ils prendront l'affaire au sérieux. Mais Philippe, si Philippe vous contacte, dites-lui de se rendre à la police. C'est sa meilleure chance de s'en sortir. Elle a hoché la tête, ses yeux reflétant une terreur que je n'avais jamais vue chez elle. « Je suis désolé, André », a-t-elle murmuré. « Désolé pour la façon dont nous vous avons traité. Vous ne méritiez pas ça. » Ces excuses, bien que tardives, m'ont touché. Peut-être Marielle n'était-elle pas complice des actions de Philippe, après tout. Peut-être était-elle aussi une victime de ses mensonges. Après son départ, Robert et moi sommes restés silencieux un long moment, chacun perdu dans ses pensées. La situation avait pris un tournant que je n'aurais jamais pu imaginer. Mon fils, non content de m'avoir humilié et volé, s'était mis en danger en s'endettant auprès d'un criminel notoire. « Qu'est-ce que je dois faire, Robert ?» ai-je finalement demandé, la voix brisée par l'émotion. « Je pense que tu as fait ce qu'il fallait en conseillant à Marielle d'appeler la police. Quant à Philippe, il a laissé sa phrase en suspens, mais nous savions tous les deux ce qu'il pensait. Philippe avait fait son lit, maintenant il devait y coucher. Je vais appeler Maître Bertrand, ai-je décidé. Il doit être informé de ces nouveaux développements. » L'avocat a écouté attentivement mon récit, poussant des soupirs désapprobateurs à plusieurs reprises. « Monsieur David, je dois vous avertir que la situation de votre fils est très grave. S'il a emprunté de l'argent à Bartelli, il est dans un pétrin bien plus profond que je ne le pensais. Ce genre d'individu ne plaisante pas avec les dettes. Que me conseillez-vous? Maintenez votre distance. Laissez la police s'occuper de cette affaire. Je vais contacter un collègue spécialisé en droit pénal qui pourra conseiller votre fils s'il est retrouvé. Mais en attendant, restez où vous êtes. Vous êtes en sécurité chez votre ami? Oui, je pense. Bien. Je vous tiendrai informé de tout développement concernant votre plainte pour détournement de fonds. La journée s'est écoulée dans une atmosphère lourde d'inquiétude. Malgré tout ce que Philippe m'avait fait, je ne pouvais m'empêcher de m'inquiéter pour lui. Il restait mon fils, la chair de ma chair, le fruit de l'amour entre Marguerite et moi. En fin d'après-midi, alors que Robert et moi prenions un thé dans le salon, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. « Allô? Papa? C'est moi. »
La voix de Philippe était à peine reconnaissable, étranglée par ce qui semblait être de la peur. « Philippe, où es-tu? Marielle est venue ici. Elle est morte d'inquiétude. Je ne peux pas te le dire. Pas au téléphone. J'ai besoin de ton aide, papa. » J'ai fermé les yeux, serrant le téléphone si fort que mes phalanges ont blanchi. « Mon aide? Après tout ce que tu m'as fait? Tu m'as humilié, volé, et maintenant tu me demandes de t'aider? »« Je sais, a-t-il gémi. J'ai été ignoble avec toi. Ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, je ne peux pas le justifier. Mais papa, je suis dans un vrai pétrin. Ces types, ils vont me tuer si je ne les rembourse pas. Tu aurais dû y penser avant de jouer mon argent. » Il y a eu un silence, puis un sanglot étouffé. « Tu as raison, j'ai tout gâché. L'argent, notre relation, ma famille. Je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande juste de m'aider une dernière fois. Après, je disparaîtrai de ta vie si c'est ce que tu veux. » J'ai senti mon cœur se serrer. Malgré tout, c'était mon fils au bout du fil, mon unique enfant, celui pour qui j'aurais autrefois déplacé des montagnes. « Qu'est-ce que tu veux, Philippe? J'ai besoin d'argent pour quitter le pays, juste assez pour prendre un billet d'avion et disparaître quelque temps, le temps que les choses se calment. Et Marielle? Les enfants? Ils seront mieux sans moi pour l'instant. Je leur ai causé assez de problèmes comme ça. » Sa voix s'est brisée sur ces derniers mots et j'ai senti une fissure dans ma résolution. « Philippe, écoute-moi. Tu ne peux pas fuir tes problèmes. Ces hommes, Barthélie, ils te retrouveront où que tu ailles. Et puis il y a la police. Marielle va signaler les menaces. Ils voudront te parler. La police ne peut pas m'aider, papa. Pas contre Barthélie. Si, ils le peuvent, mais tu dois te rendre. Explique-leur la situation, demande leur protection. C'est la seule façon de t'en sortir. » Un long silence a suivi, puis « Et si je me rendais et que je leur racontais tout, tu serais là? Tu viendrais me voir ?» Cette question m'a pris au dépourvu. Après tout ce qui s'était passé, Philippe cherchait encore mon approbation, mon soutien. « Je ne sais pas, Philippe. Tu m'as profondément blessé. Le chien mange en premier, tu te souviens? Comment pourrais-je oublier ça? Je ne le pensais pas, papa, je te jure. J'étais stressé, effrayé, submergé par les dettes. Je passais mes journées à essayer de trouver comment rembourser Barthélie et mes nuits à me demander comment cacher tout ça à Marielle. J'ai passé ma colère sur toi parce que tu étais là. » Ces excuses sonnaient sincères, mais le mal était fait. Les paroles cruelles, une fois prononcées, ne peuvent être reprises. Je ne peux pas te promettre que nous redeviendrons comme avant, Philippe. Mais si tu fais ce qui est juste, si tu te rends et que tu assumes tes responsabilités, je serai là. Pas comme un père qui pardonne tout, mais comme un témoin de tes efforts pour réparer tes torts. Il a poussé un long soupir, comme si un poids énorme venait d'être soulevé de ses épaules. « D'accord, papa, je vais le faire. Je vais appeler la police et me rendre. C'est la bonne décision, fils. » C'était la première fois depuis longtemps que je l'appelais « fils », et le mot a semblé nous surprendre tous les deux. « Papa », a-t-il ajouté avant de raccrocher. « Je suis vraiment désolé, pour tout. » Après avoir raccroché, j'ai regardé Robert, qui avait écouté ma part de conversation avec attention. « Il va se rendre », ai-je annoncé, sentant un mélange de soulagement et d'appréhension. « Tu crois qu'il le fera vraiment? » « Je l'espère, Robert. Pour lui, pour sa famille, et peut-être aussi pour moi. » Le reste de la journée s'est écoulé dans l'attente. J'ai appelé Marielle pour lui dire que Philippe m'avait contacté et qu'il avait promis de se rendre à la police. Elle a pleuré de soulagement, me remerciant encore et encore. « André, a-t-elle dit avant de raccrocher, quoi qu'il arrive, vous aurez toujours une place dans notre vie. Les enfants vous aiment tellement. Et moi aussi, même si je ne l'ai pas toujours montré. » Ces paroles m'ont touché plus que je ne l'aurais cru possible. Peut-être y avait-il encore de l'espoir pour cette famille brisée. À 19h, alors que Robert préparait le dîner, mon téléphone a sonné à nouveau. C'était un numéro inconnu, mais différent de celui de Philippe. « Monsieur David ?» a demandé une voix grave que je ne connaissais pas. Lui-même. « Ici le lieutenant Moreau de la police de Lyon. Votre fils, Philippe David, s'est présenté à notre commissariat il y a 1 heure. Il a fait une déclaration complète concernant ses dettes de jeu et les menaces qu'il a reçues. Il nous a également parlé du détournement des fonds provenant de la vente de votre appartement. » J'ai fermé les yeux, soulagé. Philippe avait tenu parole. « Il nous a demandé de vous contacter. Il aimerait vous voir si vous êtes d'accord. Il est en garde à vue pour l'instant, le temps que nous vérifions certains éléments de son récit, mais vous pouvez lui rendre visite demain matin. »« Merci, lieutenant, je viendrai. » En raccrochant, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. De la colère encore, bien sûr, mais aussi une forme de fierté.
Philippe avait finalement fait face à ses responsabilités. C'était un début, un petit pas vers la rédemption. « Alors » a demandé Robert depuis la cuisine. Il s'est rendu. « Je vais le voir demain matin. » Robert a hoché la tête, compréhensif. « Tu sais, André, parfois les gens doivent toucher le fond avant de pouvoir remonter. Peut-être que c'est ce qui est arrivé à ton fils. Peut-être, ai-je murmuré, me demandant si je serais capable de pardonner un jour les paroles cruelles et les actions de Philippe. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à trouver le sommeil. Les événements des derniers jours tournaient dans ma tête comme un manège infernal. L'humiliation, la fuite, les révélations sur les dettes de Philippe, sa décision de se rendre. Tout s'enchaînait comme dans un mauvais film, dont j'étais à la fois le spectateur et l'acteur malgré moi. Demain, je me retrouverai face à mon fils, non plus dans sa grande maison où j'étais moins important qu'un chien, mais dans une cellule de commissariat où il aurait peut-être enfin compris le poids de ses actions. Qu'allais-je lui dire? Comment réagirais-je en le voyant? Pourrais-je un jour lui pardonner de m'avoir traité avec tant de mépris, d'avoir dilapidé l'argent de toute une vie de travail? Je n'avais pas de réponse à ces questions, seulement la certitude que, quoi qu'il arrive, je ne serai plus jamais le même. Cette épreuve m'avait changé, m'avait forcé à me tenir debout, à défendre ma dignité. À 78 ans, j'avais appris que l'âge n'est pas une excuse pour accepter l'irrespect, même de la part de ceux qu'on aime le plus. Demain serait un autre jour, le début d'un nouveau chapitre dans cette histoire douloureuse. Et pour la première fois depuis longtemps, j'allais l'aborder non pas comme une victime, mais comme un homme qui avait retrouvé sa valeur et sa force. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant l'aube, mes yeux s'ouvrant sur l'obscurité d'une chambre qui n'était pas la mienne. Pendant quelques secondes, je me suis senti désorienté, perdu dans ce lieu étranger, avant que la réalité ne me revienne brutalement. Mon fils en garde à vue, l'argent de toute une vie envolé, et moi, un vieil homme de 78 ans, qui dormait sur le canapé-lit d'un ami. Robert m'a proposé de m'accompagner au commissariat, mais j'ai refusé. Cette confrontation avec Philippe devait se faire en tête-à-tête. C'était entre lui et moi, père et fils, dans un face-à-face que j'appréhendais autant que je le désirais. Sur le chemin, dans le taxi qui m'emmenait vers le centre-ville, j'ai repensé à toutes ces années passées avec Philippe. Je l'ai revu petit garçon, courant dans le parc, sa main minuscule dans la mienne. Je l'ai revu adolescent, rebelle mais brillant, me défiant du regard tout en remportant les meilleurs prix à l'école. Je l'ai revu jeune homme, fier dans son costume le jour de son mariage avec Marielle, me remerciant pour tout ce que j'avais fait pour lui. Où était passé ce garçon? À quel moment s'était-il transformé en cet homme capable de traiter son père comme un moins que rien, de voler l'argent destiné à mes vieux jours, de s'enfoncer dans des dettes de jeu jusqu'à mettre sa propre famille en danger? Le commissariat de Lyon était un bâtiment austère, tout en béton et en verre fumé. À l'accueil, une jeune femme en uniforme m'a demandé d'attendre après que je me sois présenté. Quelques minutes plus tard, le lieutenant Moreau est venu me chercher. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, le visage marqué par des années à côtoyer la misère humaine, mais dont les yeux reflétaient encore une forme de compassion. « Monsieur David », m'a-t-il salué en me serrant la main. « Merci d'être venu. Votre fils vous attend dans une salle d'entretien. »« Ça, comment va-t-il » ai-je demandé, surpris par ma propre inquiétude malgré tout ce qui s'était passé. « Physiquement, il va bien. Mentalement, c'est à vous d'en juger. Il a fait une déposition complète hier soir. L'affaire est sérieuse, monsieur David. Détournement de fonds, dette de jeu, implication avec des criminels connus. Il risque plusieurs années de prison. » J'ai hoché la tête, sentant un poids se poser sur mes épaules. Malgré sa trahison, l'idée que mon fils puisse passer des années derrière les barreaux me serrait le cœur. « Je dois vous prévenir », a continué le lieutenant. « Nous avons également contacté les services sociaux concernant les menaces reçues par votre belle-fille et vos petits-enfants. Une enquête sera ouverte pour s'assurer de leur sécurité. »« C'est normal », ai-je répondu, pensant à Emma et Lucas. Ces pauvres enfants ne méritaient pas d'être mêlés à cette histoire sordide. Le lieutenant m'a conduit à travers un dédale de couloirs jusqu'à une petite pièce au mur nu, meublée d'une simple table et de 4 chaises. Et là, assis, le dos voûté et le regard fixé sur ses mains menottées, se trouvait Philippe. Je ne l'avais pas vu depuis une semaine, mais il semblait avoir vieilli de 10 ans. Son visage était creusé par la fatigue et l'angoisse, ses yeux cernés témoignaient de nuits sans sommeil, et sa chemise, d'ordinaire impeccable, était froissée et tachée. Quand la porte s'est refermée derrière moi, il a levé les yeux. Pendant un long moment, nous nous sommes regardés en silence,
père et fils, séparés par bien plus qu'une simple table. « Papa » a-t-il finalement murmuré, sa voix à peine audible. « Tu es venu. »« Je te l'avais promis » ai-je répondu, m'asseyant face à lui. Il a baissé les yeux, incapable de soutenir mon regard. Je ne pensais pas, après tout ce que j'ai fait, j'ai attendu qu'il continue, mais les mots semblaient lui manquer. J'ai donc pris l'initiative. Pourquoi, Philippe? Pourquoi tout ça? L'argent, les mensonges, et surtout, cette cruauté envers moi. Il a fermé les yeux, comme si ma question lui causait une douleur physique. Je ne sais pas par où commencer, papa. Tout s'est enchaîné si vite. Commence par le début, ai-je suggéré, m'efforçant de garder une voix calme malgré la tempête d'émotions qui faisait rage en moi. Philippe a pris une profonde inspiration, ses épaules s'affaissant encore davantage. Ça a commencé il y a environ 2 ans. L'entreprise où je travaillais a connu des difficultés. J'ai été rétrogradé, mon salaire a été réduit. Mais je n'ai rien dit à Marielle. Je ne voulais pas qu'elle s'inquiète, que les enfants manquent de quoi que ce soit. Alors j'ai commencé à emprunter de l'argent, à utiliser des cartes de crédit pour maintenir notre train de vie. Il a marqué une pause, avalant difficilement sa salive. Un soir, un collègue m'a proposé de l'accompagner dans un casino. J'ai gagné ce soir-là, papa. J'ai gagné gros. Et j'ai cru stupidement que j'avais trouvé la solution à tous mes problèmes. L'histoire était aussi vieille que le monde. L'appât du gain facile, la spirale de l'addiction, la chute inévitable. Les pertes ont commencé à s'accumuler, mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'étais persuadé que le prochain coup serait le bon, que je récupérerais tout. Et puis j'ai rencontré des gens qui proposaient des prêts faciles, sans question. Barthélie. Il a prononcé ce nom avec une terreur palpable. Quand tu m'as proposé de venir habiter chez nous, j'ai d'abord refusé, tu te souviens? Mais ensuite j'ai vu une opportunité. Ton appartement. Si tu venais chez nous, tu pourrais le vendre, et cet argent, cela pourrait servir à rembourser tes dettes, ai-je complété, sentant une vague de dégoût monter en moi. Oui, a-t-il admis, honteux. Mais ça n'a pas suffi. Barthélie voulait plus, toujours plus. Alors j'ai pris des risques. J'ai investi dans un projet qui promettait des rendements énormes, rapides. C'était une arnaque, bien sûr. J'ai tout perdu. Et c'est à ce moment-là que tu as commencé à me traiter comme un fardeau? Ai-je demandé, incapable de cacher l'amertume dans ma voix. Il a relevé la tête, ses yeux remplis de larmes. Je me détestais, papa. Je me haïssais pour ce que j'avais fait, pour t'avoir utilisé, pour avoir mis ma famille en danger. Et cette haine, je l'ai projetée sur toi. Chaque fois que je te voyais, je voyais mon propre échec, ma propre bassesse. Je n'arrivais plus à te regarder en face. Alors tu m'as humilié. Tu m'as fait sentir que je valais moins qu'un chien. Sa respiration s'est bloquée, comme s'il avait reçu un coup en pleine poitrine. Ce jour-là, ces mots, je ne pourrai jamais les reprendre, papa. Jamais. Si tu savais comme je les ai regrettés dès qu'ils sont sortis de ma bouche. Mais je n'ai pas eu le courage de m'excuser, de t'avouer la vérité. Alors j'ai continué à te traiter froidement, espérant que tu finirais par partir de toi-même. C'était plus facile que d'affronter ce que j'étais devenu. Je l'ai observé en silence, cet homme brisé qui était mon fils. Une partie de moi voulait le haïr, le blâmer pour toute cette souffrance. Une autre partie, celle du père qui l'avait aimé inconditionnellement pendant plus de 50 ans, voulait le prendre dans mes bras et lui dire que tout irait bien. Quand tu es parti, a-t-il continué, j'ai d'abord ressenti du soulagement, puis j'ai lu ta lettre. Ma lettre? Mais tu as dit au policier que tu ne l'avais pas trouvée. J'ai menti. Je l'ai trouvée, je l'ai lue. Et chaque mot était comme un poignard. Tu disais que je pouvais garder l'argent, que j'en avais manifestement plus besoin que toi. À ce moment-là, j'ai réalisé pleinement ce que j'avais fait. J'avais trahi mon propre père, l'homme qui avait tout sacrifié pour moi toute sa vie. Les larmes coulaient maintenant librement sur son visage, et il ne faisait aucun effort pour les cacher. J'ai paniqué. J'ai appelé la police, prétendant que tu avais disparu sans laisser de traces. Je ne sais pas ce que je pensais. Peut-être que si la police te retrouvait, tu reviendrais, et je pourrais tout arranger d'une manière ou d'une autre. Philippe, ai-je dit doucement, il n'y avait plus rien à arranger. L'argent était perdu, et tu m'avais blessé d'une façon que je n'aurais jamais cru possible. Je sais, a-t-il murmuré. Je sais maintenant, et c'est pourquoi je me suis rendu. Pas seulement à cause de Barthélie et de ses hommes, mais parce que je devais enfin faire face à mes responsabilités. Pour toi, pour Marielle, pour les enfants. Une question me brûlait les lèvres, une question dont je redoutais la réponse. Si tout cela n'était pas arrivé, si ces hommes n'étaient pas venus menacer ta famille,
M'aurais-tu jamais dit la vérité? Son silence a été plus éloquent que n'importe quelle réponse. C'est bien ce que je pensais, ai-je dit en me levant. Je vais partir maintenant, Philippe. Non, attends, s'est-il exclamé, se redressant brusquement, ses menottes cliquetant contre la table. Je t'en prie, ne pars pas comme ça. Comme quoi, Philippe? Déçu, blessé? C'est pourtant ce que tu m'as fait subir. Je sais, et je ne te demande pas de me pardonner. Je ne le mérite pas, mais je veux que tu saches que je vais tout faire pour réparer mes torts. Je vais plaider coupable, purger ma peine, et ensuite, je trouverai un moyen de te rembourser chaque centime. J'ai secoué la tête, un sourire triste aux lèvres. Ce n'est pas l'argent qui importe, Philippe. C'est la confiance brisée, le respect perdu. Comment puis-je encore te faire confiance après tout ça? Il n'avait pas de réponse à cette question, et je n'en attendais pas. J'ai fait demi-tour et me suis dirigé vers la porte. « Papa » a-t-il appelé une dernière fois. « Est-ce que tu reviendras me voir ?» Je me suis arrêté, la main sur la poignée, sans me retourner. « Je ne sais pas, Philippe. Je ne sais vraiment pas. » En sortant du commissariat, j'ai été surpris de trouver Marielle qui attendait sur un banc, son visage marqué par l'inquiétude et le manque de sommeil. « André » a-t-elle dit en se levant précipitamment. « Comment va-t-il ?»« Physiquement, il va bien » ai-je répondu, reprenant les mots du lieutenant Moreau. « Mentalement, c'est une autre histoire. » Elle a hoché la tête, comprenant parfaitement ce que je voulais dire. « Les enfants demandent après vous. Emma n'arrête pas de pleurer depuis que vous êtes parti. » Cette révélation m'a touché plus que je ne l'aurais cru possible. Malgré tout ce qui s'était passé, mes petits-enfants tenaient encore à moi. « Comment vont-ils » ai-je demandé, sincèrement inquiet. « Ils sont perdus, effrayés. Ils ne comprennent pas tout, bien sûr. Je leur ai dit que papa avait des problèmes et devait parler à la police, mais pas les détails. C'est mieux ainsi. Ils sont trop jeunes pour comprendre toute cette laideur. » Un silence inconfortable s'est installé entre nous, chargé de non-dits et de regrets. « André » a-t-elle finalement repris. « Je sais que vous n'avez aucune raison de nous aider après ce que nous vous avons fait, mais les enfants et moi, nous sommes seuls maintenant. Philippe va probablement aller en prison, et je ne sais pas comment nous allons nous en sortir. » J'ai senti un élan de compassion pour cette femme qui, malgré sa complicité passive dans mon humiliation, n'avait jamais souhaité tout ce chaos. « Qu'est-ce que tu me demandes exactement, Marielle ?»« Je ne demande rien, » a-t-elle répondu rapidement. « Je voulais juste... je ne sais pas. Peut-être juste vous dire que, malgré tout, vous êtes toujours le grand-père d'Emma et Lucas, et qu'ils ont besoin de vous. » Ces mots ont fait écho à une vérité que j'avais tenté d'ignorer dans ma colère et ma douleur. Quelles que soient les fautes de Philippe, mes petits-enfants n'y étaient pour rien. Ils étaient des victimes innocentes de cette situation, tout comme moi. Je ne peux pas revenir vivre chez vous, Marielle. Pas après tout ça. Je comprends. Mais je pourrais voir les enfants de temps en temps, si tu es d'accord. Son visage s'est éclairé d'un soulagement palpable. Bien sûr que je suis d'accord. Ils seraient tellement heureux. Nous avons convenu que je passerai le week-end suivant pour un déjeuner avec Emma et Lucas. Ce n'était pas un pardon, ce n'était pas un retour à la situation antérieure, mais c'était un petit pas vers une forme de réconciliation, au moins avec la partie innocente de cette famille brisée. En rentrant chez Robert, j'ai trouvé mon ami dans un état d'agitation inhabituel. « André !» s'est-il exclamé dès que j'ai franchi la porte. « J'ai essayé de te joindre toute la matinée. J'étais au commissariat, puis j'ai parlé avec Marielle. Qu'est-ce qui se passe ?» Maître Bertrand a appelé. Il a des nouvelles importantes. Apparemment, la police a réussi à arrêter Barthélie ce matin, dans le cadre d'une opération plus large contre le réseau de jeux clandestins. Ils ont saisi des documents, des ordinateurs, et ils ont trouvé des preuves que Philippe n'était pas le seul à avoir été arnaqué. Cette nouvelle m'a laissé perplexe. En quoi cela me concernait-il? « Il y a plus », a continué Robert. Parmi les documents saisis, ils ont trouvé un contrat signé par Philippe, où il mettait en garantie non seulement l'argent de ton appartement, mais aussi la maison familiale. J'ai senti mon sang se glacer dans mes veines. Tu veux dire que Marielle et les enfants risquent de se retrouver à la rue, oui. Maître Bertrand dit que juridiquement c'est complexe. Philippe a signé ce contrat sous la contrainte, avec des usuriers, ce qui pourrait le rendre invalide. Mais le processus judiciaire pourrait prendre des mois, voire des années. Je me suis effondré dans un fauteuil, assommé par cette nouvelle. Malgré tout ce qui s'était passé, l'idée que mes petits-enfants puissent se retrouver sans toi m'était insupportable. « Qu'est-ce que je peux faire ?» ai-je demandé plus à moi-même qu'à Robert. Bertrand suggère de te porter partie civile dans l'affaire contre Barthélie. Cela pourrait accélérer le processus de récupération de certains biens
ou au moins de gel de la situation jusqu'à ce que tout soit clarifié légalement. Cette journée, qui avait commencé par une confrontation douloureuse avec mon fils, prenait maintenant un tournant encore plus complexe. Je n'étais plus simplement un vieil homme trahi par son fils. J'étais potentiellement la seule personne qui pouvait empêcher ses petits-enfants de se retrouver à la rue. Les jours suivants ont été un tourbillon de rendez-vous avec Maître Bertrand, de dépositions à la police et de discussions interminables sur les aspects juridiques de toute cette affaire. J'ai appris que Philippe n'était qu'un petit poisson dans un vaste réseau d'extorsion et de jeux illégaux dirigé par Barthély, qui avait ruiné des dizaines de familles. Une semaine après ma visite au commissariat, j'ai reçu un appel inattendu de la part de Philippe, autorisé à passer un appel de sa cellule. « Papa », a-t-il dit, sa voix semblant plus forte qu'à notre dernière rencontre, « je viens d'apprendre ce que tu fais pour Marielle et les enfants. »« Je ne le fais pas pour toi », ai-je précisé immédiatement. « Je sais, et c'est ce qui rend ton action encore plus admirable. Après tout ce que je t'ai fait subir, tu aides encore ma famille. » Il y avait une sincérité dans sa voix que je n'avais pas entendue depuis longtemps. « Les enfants n'ont pas à payer pour tes erreurs, Philippe. Tu as raison. Et c'est pourquoi j'ai décidé de coopérer pleinement avec la police. Je leur ai tout dit sur Barthély, sur son organisation, sur ses méthodes. Ils disent que mon témoignage pourrait être crucial pour démanteler tout le réseau. » J'ai été surpris par cette révélation. Philippe risquait sa vie en témoignant contre un homme comme Barthély. C'est dangereux, Philippe. Je sais, mais c'est la seule chose qui me reste à faire, la seule façon de me racheter un peu, de protéger ma famille, et peut-être de regagner un jour ton respect. Ces derniers mots ont été prononcés avec une humilité que je n'aurais jamais cru possible de la part de mon fils. La police m'a proposé un programme de protection des témoins après le procès, a-t-il continué. Pour moi, Marielle et les enfants. Une nouvelle identité, un nouveau départ, loin d'ici. Un nouveau départ, ai-je répété, réalisant soudain ce que cela signifiait. Si Philippe et sa famille entraient dans ce programme, je ne les reverrais probablement jamais. Je sais ce que tu penses, papa. Et c'est pourquoi j'ai une question à te poser, une question que je n'ai pas le droit de poser, mais que je dois poser quand même. J'ai attendu, le cœur battant. Viendrais-tu avec nous, dans ce nouveau départ? La question m'a pris totalement au dépourvu. Après tout ce qui s'était passé, Philippe me demandait de le suivre dans cette nouvelle vie. Pourquoi me demandes-tu cela? Ai-je finalement réussi à articuler. Parce que malgré tout ce que j'ai fait, tout le mal que je t'ai causé, tu restes mon père. Et parce que les enfants t'aiment et ont besoin de toi. Marielle aussi. Et moi aussi, papa. J'ai besoin de toi. Besoin de ton pardon. Besoin de ta sagesse. Besoin de ta force. J'ai fermé les yeux, submergé par une vague d'émotions contradictoires. La colère était toujours là, ainsi que la douleur de la trahison. Mais il y avait aussi autre chose, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. L'espoir. L'espoir d'une réconciliation, d'une guérison, d'une nouvelle chance. Je ne peux pas te répondre maintenant, Philippe. C'est une décision trop importante pour être prise à la hâte. Je comprends. Prends tout le temps dont tu as besoin. Le procès n'aura pas lieu avant plusieurs mois. Après avoir raccroché, je suis resté longtemps assis dans le salon de Robert, contemplant ma vie et les choix qui s'offraient à moi. Rester ici, auprès de mon vieil ami, dans cette ville qui avait été la mienne pendant tant d'années, ou suivre mon fils et sa famille dans une nouvelle vie, loin de tout ce que je connaissais. Le samedi suivant, comme convenu, je me suis rendu chez Marielle pour déjeuner avec les enfants. Emma s'est jetée dans mes bras dès que j'ai franchi la porte, et même Lucas, d'ordinaire si réservé à l'âge difficile de 14 ans, m'a serré contre lui avec une force qui m'a surpris. « Papy », a murmuré Emma contre mon cou, « tu nous as tellement manqué. »« Vous aussi, mes petits », ai-je répondu, la gorge serrée par l'émotion. Le repas a été simple mais chaleureux, les enfants me racontant leurs journées à l'école, leurs amis, leurs petits soucis quotidiens. Marielle, quant à elle, restait discrète, nous laissant profiter de ces moments précieux. Après le dessert, alors que les enfants étaient partis jouer dans leur chambre, Marielle m'a servi un café et s'est assise face à moi à la table de la cuisine. Philippe m'a parlé du programme de protection des témoins, a-t-elle dit doucement, et de sa proposition. J'ai hoché la tête, ne sachant que répondre. Je voulais que vous sachiez que cette proposition vient aussi de moi. Quoi qu'il arrive, vous serez toujours le bienvenu dans notre vie, André. Toujours. Ses yeux brillaient de sincérité, et pour la première fois, j'ai vu en elle, non pas la femme distante qui m'avait toléré dans sa maison, mais une alliée potentielle, quelqu'un qui comprenait la valeur des liens familiaux,
même quand ils sont mis à rude épreuve. Merci Marielle, cela signifie beaucoup pour moi. En quittant la maison ce jour-là, avec les cris joyeux d'Emma et Lucas résonnant à mes oreilles, j'ai réalisé que ma décision était déjà prise, quelque part au fond de mon cœur. 2 semaines plus tard, j'ai rendu visite à Philippe au centre de détention. Il avait meilleure mine, comme si le fait d'avoir assumé ses responsabilités lui avait ôté un poids immense des épaules. J'ai réfléchi à ta proposition, ai-je annoncé après les salutations d'usage. Son regard s'est immédiatement fixé sur moi, mêlant espoir et appréhension. Et je viendrai avec vous. Son visage s'est illuminé d'une joie presque enfantine, avant de se teinter de confusion. Vraiment? Après tout ce que j'ai fait? Philippe, ce que tu m'as fait était horrible, et je ne l'oublierai jamais. Le chien mange en premier. Ces mots resteront gravés en moi jusqu'à mon dernier jour. Son expression s'est assombrie, la honte évidente dans ses yeux baissés. Mais, ai-je continué, j'ai 78 ans. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre, et je ne veux pas passer ces dernières années à nourrir de la rancune et de l'amertume. Ce n'est pas la personne que je veux être. Papa, laisse-moi finir. Je viens avec vous, mais j'ai des conditions. Premièrement, je veux que tu suives une thérapie pour ton addiction au jeu. Deuxièmement, je veux que tu travailles, que tu subviennes aux besoins de ta famille honnêtement. Et troisièmement, je veux que tu te souviennes chaque jour de ce que tu as fait, non pas pour te flageller, mais pour ne jamais le répéter. Il a hoché la tête, les larmes aux yeux. Je te le promets, papa. Je te promets que je ferai tout ça, et plus encore. Je ne te décevrai plus jamais. J'ai tendu la main par-dessus la table, et pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, j'ai touché mon fils, posant ma main ridée sur la sienne. Je ne te fais pas encore totalement confiance, Philippe. Cette confiance, tu devras la regagner jour après jour, acte après acte, mais je suis prêt à te donner cette chance. Son sourire, à travers ses larmes, était comme un rayon de soleil après une longue tempête. 6 mois plus tard, le procès de Barthélie s'est achevé par sa condamnation à une lourde peine de prison. Philippe, grâce à sa coopération, a été condamné avec sursis, évitant ainsi l'incarcération mais restant sous surveillance judiciaire. Et moi, André David, 79 ans maintenant, je me préparais à commencer une nouvelle vie loin de Lyon, loin de tout ce que j'avais connu. Robert a été le seul à qui j'ai dit adieu en personne, lui expliquant la situation tout en omettant les détails du programme de protection. Mon vieil ami a compris, me serrant dans ses bras avec la promesse de garder le contact d'une manière ou d'une autre. La veille de notre départ, alors que les cartons s'empilaient dans la maison de Marielle, Emma est venue se blottir contre moi sur le canapé. « Papy » a-t-elle demandé de sa voix douce, « tu es content de venir avec nous ?» J'ai regardé cette enfant si innocente et pourtant si perceptive, et j'ai réalisé que malgré toute la douleur et les trahisons, malgré les mots cruels et les actes impardonnables, j'étais effectivement content. Content non pas d'oublier, mais de pardonner. Content non pas d'effacer le passé, mais de construire un avenir. « Oui, ma chérie », ai-je répondu en la serrant contre moi. « Je suis très content. » Et c'était vrai. À 79 ans, j'avais appris que la dignité ne consistait pas à refuser le pardon, mais à l'accorder tout en se tenant debout. Que le respect ne venait pas seulement des autres, mais aussi de soi-même. Et que l'amour, malgré ses blessures et ses déceptions, restait la force la plus puissante qui soit. Demain, nous partirions vers une nouvelle vie, une nouvelle identité, un nouveau départ. Et pour la première fois depuis que Philippe avait prononcé ces mots terribles, « Le chien mange en premier », je sentais une paix intérieure, une acceptation qui n'effaçait pas la douleur, mais la transformait en quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait étrangement à de l'espoir. Peut-être que c'est cela finalement la véritable sagesse de l'âge, savoir que certaines blessures ne guérissent jamais complètement, mais qu'elles peuvent néanmoins nous rendre plus forts, plus compatissants, plus humains. Et dans ce voyage vers l'inconnu qui m'attendait, j'emportais avec moi non pas la rancœur d'un vieil homme trahi, mais la sérénité de celui qui a choisi, envers et contre tout, de croire en la possibilité d'un nouveau chapitre. Je ne peux pas croire à quel point cette histoire a touché tant d'entre vous. Vos commentaires m'ont profondément ému. Je voulais prendre un moment pour répondre personnellement à certains d'entre vous qui m'ont demandé si j'avais vraiment pardonné à mon fils. La vérité, c'est que le pardon est un chemin, pas une destination. Chaque jour est différent. Certains matins, je me réveille encore avec ces mots cruels résonnant dans ma tête. D'autres jours, je vois les efforts sincères de Philippe et je sens mon cœur s'ouvrir davantage. Si vous avez vécu une situation similaire,
avec un membre de votre famille, ou si vous êtes en train de décider si vous pouvez pardonner une trahison, partagez votre expérience dans les commentaires. Comment avez-vous géré cette situation? Avez-vous choisi le pardon ou la rupture? Je lis tous vos messages et votre soutien m'aide plus que vous ne pouvez l'imaginer dans ce nouveau chapitre de ma vie.